On en vient au face-à-face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir. Entre Natacha Polony et Nicolas Bétout de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Débat entre vous sur l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, donc l'arrestation très violente du jeune Théo la semaine dernière, la mise en examen d'un policier pour viol et puis donc depuis des incidents chaque nuit plus ou moins graves à Aulnay-sous-Bois. Natacha Polony, est-ce que vous pensez que cette affaire pourrait devenir un sujet de la campagne électorale ? C'est déjà en train de le devenir. Et peut-être justement parce que jusqu'à présent, ça avait été totalement éludé par tous les candidats. Il n'y avait pas un mot sur les banlieues dans aucun programme des candidats. Et puis surtout parce que derrière, il y a un affrontement qui dure depuis 20 ans entre d'un côté ceux qui dénoncent les zones de non-droit, les violences contre les policiers, le discours souvent victimaire sur les jeunes de banlieue, et puis de l'autre, ceux qui parlent des violences policières, ceux qui pensaient que François Hollande tiendrait sa promesse de régler la question des contrôles aux faciès, puisque c'est souvent là-dessus que les problèmes naissent. Et puis là, on entend bien depuis quelques jours, alors à Aulnay-sous-Bois, le discours des habitants qui dénoncent deux poids, deux mesures, par exemple sur la question de savoir pourquoi les policiers n'ont pas été incarcérés. Ils sont sous contrôle judiciaire mais en liberté. Et d'habitude, quand il y a viol, on libère pas. Bah oui, mais c'est pas exactement non plus un viol classique. Il n'y a pas risque de récidive. Bon, on peut argumenter de cette façon-là. De même. On a vu des gens qui se réjouissaient de ne pas avoir revécu les émeutes de 2005. Les policiers, eux, disent c'est extrêmement tendu, c'est extrêmement violent. Donc bref, on est dans une atmosphère qui est à la limite de basculer. Et ce qui est significatif, c'est qu'on a d'un côté les candidats de gauche qui se sont exprimés, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, pour condamner, évidemment, c'est ce qui ressemble quand même fortement, quand on voit la vidéo, à une agression absolument ignoble. Et puis Marine Le Pen, qui a d'emblée soutenu les policiers, qui les a assurés du fait qu'elle était de leur côté. Silence de François Fillon et Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que quand on a un électorat assez ciblé, assez déterminé, c'est facile. En revanche, maintenir une pensée dialectique qui consisterait à dire que les policiers-là doivent être absolument et très, très fortement sanctionnés si les faits sont avérés, parce que justement, il n'y a que ça qui permettra de soutenir les policiers qui, eux, sont harcelés en permanence sur le terrain, sont attaqués par des dealers qui protègent leur coin de vente, etc. Si on ne maintient pas les deux côtés, on n'y arrivera pas à tenir un discours qui évite la tension. Or, pour l'instant, on n'a évidemment que la version totalement binaire ou manichéenne qui se manifeste. Nicolas Bétout. Alors, je suis d'accord avec Natacha sur la quasi-totalité de ce qu'elle vient de dire. Simplement, je pense qu'il y a plus que des nuances entre les différentes réactions à gauche, et j'inclus dans les réactions de gauche celle du président de la République, qui s'est transporté à l'hôpital pour aller visiter le jeune Théo. Lorsqu'on regarde les déclarations des uns et des autres, on a un Jean-Luc Mélenchon qui est assez classique, je veux dire, dans la déclaration de gauche. C'est le scandale de trop. Il faut mettre fin à la politique du chiffre et au contrôle aux faciès. Bon, j'allais dire, il a fait ses classiques, là, il a fait ses gammes. Benoît Hamon, c'est différent. Il dit une chose qui est assez étrange, il dit « L'État doit être encore plus implacable quand des citoyens ont subi des violences de la part des policiers ». On n'avait pas eu ce genre de déclaration lorsque des policiers à Viry-Châtillon, vous savez, à la Grande Borne, ont été brûlés, dont deux très grièvement. C'était pas juste des blessures légères. Et donc on n'avait pas ce encore plus implacable. Et là, en l'occurrence, si je reprends votre démonstration tout à l'heure sur le fait de tenir à peu près la balance égale entre les deux façons de lire cet événement ou de voir cette vidéo ou d'en commenter les conséquences, Benoît Hamon, clairement, il est vraiment pas du côté des policiers, ça c'est certain. Marine Le Pen, elle, est exactement à l'inverse, mais c'est frappant de voir Benoît Hamon dire encore plus implacable quand il s'agit de violence de la part des policiers. L'autre point très frappant, me semble-t-il, c'est François Hollande. Enfin, François Hollande, au moment où justement ces policiers de la Grande Borne avaient été agressés, et rappelez-vous, cocktail Molotov dans leur voiture, ils avaient été bloqués et très grièvement brûlés, il avait réagi par un simple communiqué, avec ces mots d'ailleurs très étranges, vous allez comprendre, il avait parlé d'une agression inqualifiable et intolérable. Non, ça peut pas être inqualifiable et intolérable. Si c'est inqualifiable, ça n'est pas intolérable. Enfin bon, passons. Intolérable est une qualification en l'occurrence. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, il n'avait pas été visiter les blessés, il n'avait pas été dans un commissariat pour manifester sa solidarité avec les forces de police. Là, on a un vrai déséquilibre de la gestuelle politique qui est en tout cas assez frappant. En revanche, Bernard Cazeneuve, qui devait être encore, si ma mémoire est bonne, ministre de l'Intérieur à l'époque, était allé tous les soirs
voir les policiers tous les blessés, soirs, donc qui avaient reçu quand même quotidiennement la visite de leur mais ministre. souvenez-vous, on était dans cette ambiance qui était pré-manif, où on était dans un moment où les policiers étaient en train la colère était en train de s'agréger. Oui, alors cela dit, si on regarde quand même le droit français, il explique qu'il y a une responsabilité de la part des forces de l'ordre vis-à-vis des citoyens, qui est une responsabilité spécifique. Donc on peut éventuellement dédouaner Benoît Hamon si on s'inscrit dans cette vision du droit. Simplement, encore une fois, on aimerait à chaque fois entendre que il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants, et qu'on est dans une situation qui n'est que la conséquence de 20 ans d'abandon total de toutes les politiques, qui soient à la fois des politiques de fermeté pour rétablir un état de droit, et en même temps des politiques qui permettent de ne pas donner l'impression à des habitants, à des Français, qu'ils sont des Français de seconde zone. Nicolas Béteau. Ce qui est certain, c'est que la Cour des comptes remet une pièce dans la machine, si j'ose dire aujourd'hui, avec une vision très critique de la manière dont les effectifs de police, et en particulier les brigades mobiles, sont gérés. C'est un gâchis invraisemblable. Il y a eu une baisse des effectifs à condition que les missions soient recentrées sur le maintien de l'ordre. Ce recentrage n'a pas eu lieu. Les missions de la police et de la gendarmerie, et de l'armée d'ailleurs, par extension, se sont dispersées entre maintien de l'ordre, surveillance statique, lutte contre l'immigration, les plans Vigipirate, et on a de façon incroyable un budget qui a été réduit a priori, en tout cas des effectifs qui ont été réduits, mais des dépenses qui ont augmenté parce que les heures supplémentaires, les déplacements, les frais de mission ont explosé. On est là au cœur de la réponse aberrante de l'État au travers de l'exercice du maintien de l'ordre à un vrai problème qui est comment est-ce que l'État trouve les moyens d'exercer ses missions régaliennes. On peut aussi rappeler que si la droite n'avait pas supprimé la police de proximité créée entre 1997 et 2002, peut-être qu'on n'en serait pas là, parce que la police de proximité, ça consistait pas uniquement à jouer au foot avec les jeunes de banlieue, c'était une véritable installation des policiers au milieu de la population pour rétablir des liens. C'est regrettable. Voilà ce que voulait rappeler Natacha Polony. Merci beaucoup. Merci à Nicolas Béteau de l'Opinion. Et on passe à la chronique étrangère avec François Clémenceau. François, vous nous parlez ce soir de la Chine qui tient tête à Trump. C'est assez spectaculaire. Le gouvernement chinois a protesté hier contre le projet des États-Unis de déployer près de la Corée un nouveau navire, un destroyer de la marine américaine. Et c'est un signe de plus de l'intense bataille navale qui existe depuis des mois entre ces deux grandes puissances. Oui, exactement. Et l'une des raisons pour lesquelles la Chine proteste si fort, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel destroyer. L'amiral américain qui commande la flotte du Pacifique tient à faire patrouiller au large des côtes coréennes le USS Zumwalt. C'est un bâtiment de guerre de nouvelle génération qui a coûté plus de 4 milliards de dollars. Il est entièrement furtif et sa force de frappe en missiles et en nouveaux canons laser est inégalée. La deuxième raison, c'est que les États-Unis ne veulent pas baisser les bras face aux nombreuses démonstrations de force de la marine chinoise à proximité du Japon et de la Corée. Les Chinois n'acceptent toujours pas l'installation en Corée du Sud d'un nouveau bouclier antimissile pour pouvoir riposter à une éventuelle agression nucléaire de la Corée du Nord, et ils le font savoir, notamment par des missions de bombardiers stratégiques dans cette zone. Bref, on est effectivement dans une escalade et on n'en voit toujours pas le bout. D'autant que la Chine ne veut pas ralentir sa course aux armements, bien au contraire. Et c'est là que les choses sont en fait assez sérieuses. Après tout, qu'il y ait des manœuvres, des exercices, des positionnements dans ces eaux stratégiques pour la Chine, quoi de plus normal. Sauf qu'il y a bien volonté hégémonique. On l'a vu à travers les nombreuses prises de contrôle d'îles ou d'atolls en mer de Chine méridionale, mais on le voit surtout avec les moyens que la Chine met en place pour défendre ce qu'elle a conquis. L'armée chinoise a rendu public récemment son intention de parvenir à une force navale de 530 bâtiments de surface et sous-marins d'ici à 2030. Or, cette montée en puissance ne rivalise pas avec un effort comparable des États-Unis. C'est même tout le contraire. La marine américaine est dotée aujourd'hui de 270 bâtiments de guerre. Barack Obama voulait faire passer ce chiffre à 308 et voilà maintenant que Donald Trump veut le faire monter jusqu'à 350. Sauf qu'on imagine un rapport de force supérieur des États-Unis sur le plan technologique. Bien sûr, c'est vrai que l'Amérique a 10 fois plus de porte-avions, par exemple, que la Chine, et qu'elle possède aussi davantage de destroyers, de frégates modernes, sans parler des sous-marins. Mais la Chine est en train de rattraper ce retard technologique et à toute vitesse. À tort ou à raison, elle se perçoit comme encerclée par des voisins alliés des États-Unis
qui de leur côté se sentent menacés par l'hégémonie chinoise. Ça n'est pas un hasard si le nouveau ministre de la Défense de Donald Trump, le général Mattis, a consacré sa première tournée internationale à l'Asie pour y délivrer un message très clair sur le fait que l'alliance des États-Unis avec ses amis en Asie résisterait à toutes les épreuves, quitte à ce que le budget de la marine augmente fortement, on le devine déjà, pour dissuader la Chine d'aller trop loin. Merci beaucoup François Clémenceau.